Aujourd'hui, c'est le 5 mai, c'est la journée internationale des sages-femmes. Alors, bonne fête à toutes les sages-femmes, les étudiantes sages-femmes. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de rendre hommage à cette profession que j'aime évidemment profondément, en donnant toutes les clés pour peut-être justement un jour devenir vous-même sage-femme, parce que j'ai souvent cette question. Beaucoup de Françaises, je pense, parce que beaucoup me demandent justement comment est-ce qu'on fait pour devenir sage-femme en Belgique, quelles sont les écoles, quel est le diplôme, quelle est la différence avec la France. Alors je me suis dit que du coup ça avait du sens que cet épisode soit dédié justement aux études de sage-femme. J'ai décidé d'en faire un épisode un peu de référence, complet, utile, que vous pourrez utiliser, écouter, partager. Parce qu'aujourd'hui, si vous m'écoutez, puis que vous êtes en souhait peut-être de devenir sage-femme, que vous êtes peut-être étudiante déjà, ou en pleine réflexion sur l'orientation, qu'il y a ce rêve en vous, cet épisode, je l'ai pensé pour vous. Je ne vais pas parler que du parcours pour devenir sage-femme en Belgique, parce que ça peut être assez simple. Évidemment, je vais donner quand même des informations pratiques, claires. Je vais parler des écoles, du fonctionnement du cursus, la différence avec la France, parce que vous êtes nombreux à me poser la question, mais je vais aussi parler sans fil de ce que je pense que la formation apprend pas toujours, de ce qui selon moi manque encore pour former les sages-femmes, des sages-femmes autonomes, humaines, libres dans leur pratique, ce que j'aurais franchement aimé apprendre moi à l'époque où j'étais sur les bancs de la haute école. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en fait, je ne me souviens pas du tout du moment où j'ai décidé de devenir sage-femme. J'ai des amis qui me disent que je devais être sage-femme dans une autre vie. Et même s'il m'a fallu un peu de temps pour processer cette parole qui m'avait été donnée, je crois que maintenant ça me parle plus parce que je crois que ça a toujours été comme une évidence. Et puis il a bien fallu que je me rende compte que dans mes pratiques, il y a quand même eu des fois où je me suis confrontée à des choses et où je me suis dit mais d'où est-ce que ça m'est venu ? Comme si c'était quelque chose d'instinctif, toujours vers mon cerveau reptilien, à moi aussi, mais aussi dans ma pratique de sage-femme. En tout cas, je crois que beaucoup de monde ressentent ça, comme une sorte d'évidence, même si on ne sait pas toujours dans quoi on met les pieds, clairement. Quand j'ai commencé mes études, j'étais d'abord en France, donc c'est pour ça que je pense que cet épisode va être intéressant pour les Françaises, évidemment, mais aussi pour les autres, parce que je ne vais pas parler que de ça. Mais j'ai commencé effectivement par la première année de médecine, puisqu'en France, il faut passer par la première année de médecine et être pris dans le numerus clausus. Le numerus clausus, c'est quelque chose quand même d'assez fou, parce que ça veut dire premier arrivé, premier servi. Et ça veut pas forcément dire, moi, ma fibre, ce qui m'anime, la flamme à l'intérieur de moi, c'est de devenir sage-femme ou de devenir kiné, ou enfin voilà. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde est inscrit au même concours, et puis le premier arrivé, premier servi. Donc évidemment, les premières places partent régulièrement quand même vers médecine. Et quand on arrive aux autres professions, ce qui se passe, c'est que c'est un peu le choix, le deuxième choix. Moi, je me souviens de cette fille qui pleurait parce qu'elle avait sage-femme, qui était à 25 places de moi. On avait 0,6 points d'écart. Et elle pleurait parce qu'elle avait sage-femme, parce que c'était pas ça qu'elle voulait faire à la base. Et moi qui me retrouvais sans rien, moi aussi avec ces 2 années complètement folles. C'est assez déstabilisant en fait de penser que le système il est basé finalement sur les notes en priorité et pas forcément sur l'humain. Puis je pense que quand c'est des gens qui à la base voulaient être médecins, c'est quand même pas la même vocation d'être médecin puis d'être kiné ou d'être dentiste ou d'être sage-femme. Donc je crois que c'est quand même assez perturbant ce mode de fonctionnement.
C'était 2 années très 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 intenses. Enfin, moi j'en garde un souvenir assez douloureux quand même. Et je pense que tous les gens qui sont passés par ces années de médecine savent de quoi je parle. Parce que c'était quand même un système fait pour nous broyer, pour nous sélectionner, mais de manière tellement inhumaine finalement. Alors qu'à la base, c'est quand même pour aller ensuite vers un métier humain, où on va travailler avec l'humain. Ça n'a vraiment pas de sens, quoi. Bon, après, je dois avouer qu'après avoir autant travaillé pour les études de médecine, c'était quand même beaucoup plus facile finalement de commencer des études de sage-femme, en Belgique en tout cas. Je sais pas trop, j'ai pas fait mes études en France, donc je vais pas trop me poser là-dessus. Mais donc clairement, quand j'ai su que j'avais raté ce concours de médecine qui m'ouvrait les portes de sage-femme à Lyon, eh bien Pascal m'a dit trouve où est-ce que tu peux faire cette formation. Vas-y, pars, il n'y a pas de problème, je te rejoindrai. Donc j'ai cherché. Alors j'étais prête à partir dans des pays anglophones. J'envisageais peut-être aussi l'Espagne parce que Pascal parle très bien espagnol. Mais moi pas tellement. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, j'étais pas trop mauvaise. Maintenant, je parle quasi plus espagnol. C'était vraiment difficile pour moi. Peut-être quelque chose que je dois retravailler. Mais voilà, j'étais prête à partir en tout cas dans un pays anglophone si jamais c'était nécessaire. Je me suis renseignée pour le Canada, évidemment. Mais le Québec plus spécifiquement parce que voilà, c'était quand même plus facile pour moi d'être dans ma langue maternelle. Et après, je me suis quand même heurtée au prix des écoles. Et voilà, le Québec, c'était clairement hors de prix pour moi. Et puis j'ai eu la chance, en fait, d'avoir contact avec une école sur Bruxelles. Une personne qui avait vraiment pris le temps de m'expliquer quels étaient les moyens pour moi de contourner le décret. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un décret qui empêchait les Français de s'inscrire en masse, en fait. Parce qu'on est évidemment très nombreuses, finalement, à faire ce choix. Mais parce que, voilà, la difficulté du cursus français fait que on se tourne vers d'autres cursus, comme ce que j'ai fait, évidemment. Donc voilà, quelqu'un qui a pris le temps de m'expliquer quelles étaient toutes mes opportunités, sachant qu'il y a beaucoup de choses en fait qui ont changé, notamment le fait que j'ai pu faire une passerelle, donc je suis doublement diplômée. J'ai d'abord fait un diplôme d'infirmière, puis un diplôme de sage-femme. C'est une passerelle qui n'existe plus. En tout cas, quand j'ai commencé mes études de sage-femme, honnêtement, mais j'étais tellement pleine d'enthousiasme. J'étais aussi pleine de questions, mais voilà, je crois que très vite, j'ai compris qu'il allait falloir beaucoup, beaucoup plus finalement observer, ressentir, beaucoup se questionner. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'on nous parle beaucoup plus franchement de certains aspects du métier. Qu'on me dise que la physiologie, en fait, ça s'apprend pas juste dans les cours, mais que ça se vit. Puis finalement, pendant les études, on n'a pas vraiment l'opportunité de vraiment suivre des femmes qui ont un travail physiologique parce que même si elles accouchent en péridurale, on intervient énormément. C'est très très rare finalement d'observer une naissance où on n'intervient pas et on laisse faire les choses comme elles doivent se faire. Mais voilà, nous faire comprendre en tout cas que ça se vit en profondeur, que c'est pas dans la théorie, mais c'est vraiment dans l'accompagnement, dans la présence aux naissances. J'aurais aimé qu'on m'aide à développer une vraie posture clinique critique, voilà, pour que je puisse un jour accompagner une naissance à domicile avec autant de sécurité que d'intuition. Puis j'aurais aimé aussi qu'on me prépare plus à la réalité de ce métier, pas juste au protocole. Après, j'imagine bien que la majorité des sages-femmes qui sortent de l'école vont aller travailler à l'hôpital, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas nous préparer un minimum? Est-ce que c'est que l'indépendance? Parce qu'on voit un petit peu les codes INAMI, etc. Mais être indépendant, c'est tellement plus que ça. Qu'est-ce que ça implique de gérer les gardes, les nuits blanches, les accouchements imprévus? Qu'est-ce que ça signifie aussi d'être son propre patron finalement? Parce que ça, on ne nous l'apprend pas. Et je trouve que c'est très difficile. Je crois que je me suis plus rendu compte encore de cette vision du fait qu'on est entrepreneur en fait en étant indépendante, en lançant le podcast. Avant ça, je crois que j'avais pas du tout cette vision-là, de me rendre compte justement de qu'est-ce que ça impliquait pour nous. Donc voilà. Dans notre réalité, dans notre métier aussi, j'aurais aimé qu'on me prépare au fait que on peut dire que c'est le plus beau métier du monde, mais que c'est difficile d'en vivre. En tout cas, en tant qu'indépendante. Alors concrètement, comment on devient sage-femme en Belgique? Alors je vous parlais de la formation en Belgique francophone, donc Wallonie-Bruxelles.
parce que le cursus de sage-femme il est différent en Flandre, je vous en parlerai un tout petit peu. Mais donc le bachelier, c'est un bachelier professionnalisant, c'est un type court non universitaire et c'est organisé sur 4 ans. Ça veut dire qu'il y a uniquement des cours qui sont en plein exercice, il n'y a pas de cours du soir, pas de formule à distance, et les cours ont lieu en semaine, en journée. C'est 240 crédits, donc 240 ECTS. Il n'y a pas d'examen d'entrée, en tout cas pour l'instant dans les hautes écoles, mais comme les places sont assez limitées, j'ai envie de dire que chaque école a un peu mis en place des choses pour filtrer, pour limiter quand même le nombre d'inscriptions. Surtout qu'on parle d'augmenter encore le nombre d'années peut-être en France. Donc du coup, les étudiantes viennent encore plus en masse vers la Belgique. Alors il y a des écoles qui font quand même qui proposent un test d'orientation ou un entretien pour l'inscription. La formation elle alterne entre des enseignements théoriques, donc vous avez des cours, notamment d'anatomie, de physiologie, de pathologie, de pharmacologie, d'éthique, beaucoup aussi au niveau de la recherche, des choses aussi au niveau de la biochimie, etc. Et puis il y a des enseignements pratiques, hein, vous allez avoir des cours par exemple en labo de simulation, et évidemment des stages en intra-hospitalier, donc consultation prénatale, en salle de naissance, en maternité, en néonat, en service de fertilité, etc. Et aussi en extra-hospitalier, vous pouvez travailler à l'ONE, en soins à domicile, en accompagnement global. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de sages-femmes qui pratiquent en extra-hospitalier, qui a du temps pour les étudiantes, parce que à nouveau, c'est quelque chose de bénévole. Et dans tout le travail qu'on fait déjà, c'est parfois pas évident. Par exemple, nous, cette année, on n'a pas eu d'étudiantes, parce qu'on avait des sages-femmes qui étaient en compagnonnage et que c'était difficile de mêler tout ça. Mais donc voilà. Alors chaque année, il y a des travaux, de la formation se clôture par un travail de fin d'études qui permet évidemment d'approfondir une problématique, un questionnement, de développer en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez du coup défendre devant vos professeurs. Toutes les compétences qui sont attendues sont reprises dans le profil professionnel de compétences de la sage-femme belge. C'est un document officiel de référence que je pourrais vous mettre en lien dans la description de cet épisode. Alors les hautes écoles qui forment justement les sages-femmes en fédération Wallonie-Bruxelles, il y en a en tout 9. Il y en a 3 sur Bruxelles, l'école Francisco Ferrer, la haute école Léonard de Vinci et la haute école Ilia Prigogine, qui était donc l'école où moi je me suis formée. Je vous mettrai aussi en lien dans la description de l'épisode un lien où vous retrouvez toutes les écoles et où vous pouvez aller vous renseigner, peut-être aller voir justement quand ont lieu les portes ouvertes, parce que ça va être en ce moment en général. L'occasion justement d'aller voir les écoles, quels sont les cursus, quelles sont leurs spécificités. Il y a certaines écoles qui ont justement des labos de simulation et d'autres pas. Donc je pense que c'est aussi des points qui sont assez intéressants. Alors le diplôme belge est reconnu dans toute l'Union européenne, ce qui permet vraiment de travailler dans d'autres pays sous des conditions d'équivalence ou d'adaptation selon les cas, parce que vous allez comprendre quand je vais vous parler aussi des études en France, parce qu'il y a des différences quand même, et donc c'est quand même important de savoir que qu'il y a des choses qui devront certainement être remises en place avant de pouvoir quitter juste la Belgique. Alors en Flandre, je vous disais que c'était différent. Donc en Flandre, la formation de vroedvrouw, donc de sage-femme, suit le même schéma bachelier, mais seulement ce sera en 3 ans. 3 ans et demi, je crois. La formation, elle est dispensée évidemment en néerlandais, dans les établissements qui sont à part, évidemment. Donc il peut y avoir peut-être plus d'accent sur certains aspects médicaux, d'autres structures différentes du calendrier académique de la Belgique francophone, mais voilà, c'est un moyen aussi de pouvoir se former, c'est d'aller en Flandre. Évidemment, il faut parler flamand. Alors c'est reconnu au niveau fédéral et européen, donc au même type que celui obtenu en Wallonie et à Bruxelles. Donc ça peut être aussi une idée de pouvoir faire ses études en Flandre. Peut-être qu'il faut juste apprendre un peu le néerlandais avant quand même. Alors en France, la formation, elle se fait en 5 ans après le bac. Et c'est quand même fort un contenu qui est plus médicalisé, avec une forte orientation sur le suivi gynécologique de prévention, la planification familiale, les consultations de contraception et d'IVG médicamenteuse. En Belgique, on est beaucoup plus centré sur la grossesse, l'accouchement. Les sages-femmes, elles ont vraiment un champ de travail surtout sur un peu la préconception, même si c'est toujours pas vraiment reconnu par l'INAMI, parce qu'il n'y a toujours pas de code pour ça. Mais on est vraiment sur l'accompagnement global depuis la préconception jusqu'au 1 an du bébé,
même si on peut suivre encore les familles au long cours, et notamment quand il y a des nouveaux bébés qui arrivent, ça nous arrive vraiment de faire ça. Mais voilà, on n'a pas du tout un suivi aussi long qu'en France, où en fait, on dit de plus en plus, en fait, même pour la première contraception des jeunes filles, d'aller prendre contact avec une sage-femme qui pourra aussi faire vos frottis de colle, etc. Donc en Belgique, on n'est pas encore là-dedans, même si on milite encore pour améliorer ce côté-là. On ne fait pas non plus les échographies, alors qu'en France, c'est le cas. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que pour une Française qui étudie en Belgique, mais qui veut retourner en France ensuite, c'est possible, mais il faut être consciente que y a quand même des différences et que si on souhaite revenir travailler en France par la suite, il y aura des équivalences à demander, ça c'est sûr, et puis peut-être des formations complémentaires à prévoir. Et alors j'aimerais quand même marquer un point assez important et fondamental. Je pense que finalement c'est assez minimisé, ou même il y a beaucoup de personnes qui ne le savent. Mais nous les sages-femmes, nous ne sommes pas un métier paramédical. On fait partie des professions médicales reconnues comme telles dans l'art de guérir, au même titre que les médecins et les dentistes. Et cette distinction, je pense qu'elle est majeure parce que justement elle explique notre capacité d'autonomie dans l'exercice de notre profession, notre légitimité à poser des diagnostics, à prescrire des traitements, à conduire un accouchement sans supervision médicale. Et puis, je crois que c'est important aussi de se rendre compte du coup que c'est pour ça c'est au cœur de nos revendications actuelles, pour une rémunération plus juste, un cadre d'exercice respectueux, une visibilité aussi à la hauteur de notre rôle essentiel dans la santé des femmes et des bébés, parce que pour l'instant, je crois qu'on est vraiment trop relégué au rôle d'assistant, un peu de petite main du gynéco, et on ne reconnaît pas encore vraiment le plein exercice des sages-femmes. Voilà, maintenant que je vous ai dit comment devenir sage-femme, j'ai envie de vous parler de ce qu'on n'apprend pas toujours à l'école et de ce qu'il faut, selon moi, faire évoluer. Parce que, oui, on nous forme, on apprend les gestes, les savoirs, les protocoles, mais est-ce qu'on nous forme vraiment à penser en sage-femme, à ressentir, à s'interroger, parfois à sortir du cadre quand c'est nécessaire pour voir la situation globale dans sa globalité, justement, et pas juste par rapport à un fait donné à part. Pas toujours. Parce que j'aimerais quand même rappeler qu'on ne devient pas sage-femme en appliquant seulement une checklist. On le devient en observant, en écoutant, en osant se demander, est-ce que ce que je fais là, c'est juste pour cette femme, dans ce moment précis? Est-ce que c'est OK pour elle, pour son bébé, pour son compagnon, pour sa compagne? Parce que parfois, et je me suis encore heurtée à ça il y a quelques jours en accompagnant une naissance à l'hôpital, c'est les faits et les données qui doivent être repris dans le dossier en fait médical qui prime sur le confort de la patiente. Et ça, je trouve ça assez interpellant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est certaines données seulement qui sont conçues, qui sont prévues pour être mises dans ces dossiers. Et notamment, je pense à la dilatation du col, plutôt que aussi tous les signes extérieurs, tout ce que nous donne cette femme, tout ce qu'elle nous montre en fait de l'avancement de son travail. Et ça, voilà. En tout cas, pour moi, ça a été assez challengeant et parfois un peu rude aussi. On devrait encourager dans la formation, justement, le questionnement clinique, la posture réflexive, et puis se permettre justement d'ajuster, de nuancer, et puis de personnaliser le soin. Quand on a la chance d'accompagner un accouchement physiologique, sans intervention, on découvre finalement la puissance qu'aucun manuel ne peut décrire. Et puis, je pense qu'il faut laisser pouvoir vivre cette expérience-là, pour se rendre compte aussi de qu'est-ce que c'est que cette part de notre métier. Parce que oui, il y a beaucoup de femmes qui accouchent à l'hôpital, qui demandent la péridurale, mais il y en a aussi qui ont des souhaits d'accouchement physiologique. Je pense que c'est important aussi de vraiment avoir cette posture-là pour ces femmes qui veulent enfanter dans leur pleine puissance, puis qui ont envie justement d'être respectées, quel que soit le lieu où elles vont pratiquer. On a besoin de bonnes sages-femmes, partout, partout, partout. On a besoin de sages-femmes authentiques, ancrées, partout, et pas seulement en dehors des hôpitaux. Désolée de parler encore de ça, mais parce que ça me tient tellement à cœur. Et je pense que ça a justement du sens de pouvoir proposer aux étudiantes de vivre ces moments-là. Il faudrait plus d'espace pour explorer cette confiance dans le corps, cette puissance féminine qu'est la naissance non perturbée. Peut-être plus de stages en accompagnement global, en maison de naissance, voire à domicile, mais pour ça, peut-être qu'il faudrait aussi une reconnaissance de ce côté-là. Parce que, en fait, les sages-femmes qui sont en charge des étudiantes dans les hôpitaux, souvent il y a une référente étudiante et elle a un temps dédié pour ça, ce qui n'est pas du tout notre cas. Et à nouveau, c'est du temps bénévole et on en donne déjà beaucoup du bénévolat. Donc je pense que ça nous décourage aussi énormément, malheureusement. Et alors,
évidemment, je pense qu'il manque plus d'écoute pour les étudiantes. Et ça, je vous en parlerai tout à l'heure, à la fin, parce que j'ai vraiment envie qu'on pointe du doigt aussi ça. Alors, on sort diplômé, ça c'est sûr, puis soudain, on est censé savoir gérer une entreprise, facturer, organiser ses gardes, etc. Donc, comme je vous disais, rédiger les conventions, survivre aux charges sociales, sans jamais avoir eu un seul cours là-dessus, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Enfin, on nous donne un peu des informations, mais c'est quand même assez minime. Je crois que c'est vraiment hyper important d'intégrer une formation à l'exercice de l'indépendance, avoir des bases de gestion administrative, des connaissances aussi sur le statut d'indépendant complémentaire ou principal. Aller parler aussi du déconventionnement et de qu'est-ce que ça implique. Parce que je pense que le discours qu'on nous a donné à l'école nous poussait clairement aussi à nous conventionner. Et si on est une profession autant conventionnée, je pense que c'est aussi lié à ça. Et puis je crois que c'est important aussi de parler de l'organisation, de la vie professionnelle, les gardes, les suivis, les déplacements, etc. Mais aussi de l'impact que ça peut avoir sur la vie personnelle. Et de donner peut-être des outils de prévention aussi, parce que je crois qu'on est beaucoup de sages-femmes à vivre des burn-out, à vivre des moments tellement challengeants dans notre vie, que ça fait partie aussi des choses qu'on devrait peut-être mettre en place, apprendre à avoir du self-care, de prendre soin de soi, d'avoir des moments de pause, d'accepter de travailler en équipe, de trouver comment monter des équipes ou rejoindre des équipes, etc. Faut pas pratiquer seul, parce que je l'ai fait pendant des années, et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est très difficile dans notre profession. Et puis ça permettrait à des jeunes sages-femmes de se lancer, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui ne se lancent pas parce qu'elles ont peur de ne pas être assez outillées finalement. Et je parle pas seulement de la pratique et de la clinique, je parle aussi de la réalité de se confronter au fait d'être indépendant. Parce que je vous le redis souvent, mais l'exercice d'un métier médical comme le nôtre, où on accompagne les naissances, où on prend des décisions vitales, où on a la vie d'une femme et d'un bébé en fait en jeu, notre rémunération qui suit pas, c'est tellement pas le juste, quoi. Rémunéré pour un seul patient alors qu'on a au minimum une femme et son bébé, puis peut-être ses bébés si elle en a eu plusieurs, un suivi de travail qu'on peut facturer qu'une seule fois, que ça ait duré 5 minutes ou que ça ait duré 2 jours, pas de majoration non plus pour les gardes de nuit, enfin pour le travail de nuit, alors que parfois on est réveillé en plein milieu de la nuit, on va pas dormir, puis après on va devoir enchaîner sur nos consultations, etc. Toute personne qui travaille de nuit a une majoration, mais pas nous. En tout cas, c'est pas du tout prévu par l'INAMI, et ça aussi c'est assez interpellant. Et puis, je vous le dis souvent, mais le besoin aussi d'être soutenu, reconnu pour notre travail en maison de naissance ou à domicile. Parce que je crois que c'est vraiment urgent que notre réalité soit reconnue, que les politiques comprennent la complexité, l'investissement, la disponibilité que demande ce métier, et que notre autonomie ne soit pas un fardeau, mais ce soit une force parce qu'on serait soutenu. Voilà, donc si j'ai envie de dire un truc, surtout c'est que si vous êtes étudiante ou vous allez être en train de vous poser la question de le devenir, ce métier il est magnifique. C'est peut-être, comme on dit, le plus beau métier du monde, même si parfois on est confronté à des moments qui sont vraiment très durs, notamment les bébés qui sont décédés, les fausses couches, les interruptions médicales de grossesse. C'est des choses dont on parle peut-être pas assez. Mais c'est aussi effectivement un métier exigeant, dur, épuisant parfois, et ça on le dit pas toujours. Pendant les études, vous allez peut-être vivre des moments très forts, des accouchements magnifiques, des premières fois inoubliables. Puis vous allez peut-être vivre aussi des gardes interminables, de la fatigue, du stress. Vous allez peut-être vous sentir invisible dans certaines équipes, mal reconnu, rabaissé même parfois. Vous allez être confronté à des choses injustes, des violences obstétricales, gynécologiques, institutionnelles, du pouvoir médical mal utilisé. Moi-même, j'ai été virée de salle d'accouchement parce que j'avais tout simplement pris la défense d'une femme. Et que je sais que je ne suis pas la seule. Qu'il y a des étudiantes qui sont quand même assez ancrées pour quitter les pièces quand elles ne sont pas OK avec ce qui se passe. Et je pense que c'est ça aussi qui marque peut-être un changement dans les pratiques. Voilà, et c'est pour ça que je suis en train aussi de créer quelque chose pour les étudiantes. Je pense que c'est important de développer un kit pour vous, pour les étudiantes. Pas juste le matériel pratique, parce que ça, évidemment, je vous le prévois, mais pas que. Mais aussi des fiches, des outils, des mémos clairs pour aider à s'y retrouver. Puis j'espère un jour un accompagnement authentique, rien que pour vous. Un espace pour aussi poser les doutes, renforcer la confiance, remettre de l'humanité dans ce qu'on apprend, parfois dans la douleur quand même. Et parce que je pense qu'on mérite d'apprendre autrement, avec du sens, du respect, du soutien, et pas de reproduire ce que certains ont subi
avant nous, quoi. Donc la communauté authentique, je pense que c'est aussi pour les étudiants de sage-femme. Donc si mon approche vous parle, si vous avez envie de sentir soutenu autrement, sachez que la communauté authentique, elle est aussi là pour vous. Parce qu'on y parle maternité, accompagnement, accouchement, mais on peut aussi y parler de la réalité du terrain, avoir une écoute vraie, un partage sincère. Voilà, je pense que si jamais vous êtes étudiante, vous pouvez venir vous inscrire dans la communauté authentique. Peut-être que vous serez justement les pionnières aussi des étudiantes sages-femmes que je pourrais accompagner. Et vous accueillir dans cet espace avec bienveillance pour y poser votre question et puis trouver peut-être autre chose, une autre manière, une autre façon de vivre cette vocation. Alors si cet épisode vous a parlé, pensez aussi à le partager autour de vous, à une amie, à une cousine, à une étudiante qui hésite, à quelqu'un qui a besoin de comprendre ce que c'est vraiment que ce métier, parce que plus on sera nombreuses à se soutenir, à se former autrement, à oser dire non au système qui broie et qui broie aussi les étudiantes, plus on pourra changer les choses. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode de Questionner la sage-femme. Et d'ici là, portez-vous bien.